Bonjour, je suis un Mac. Et moi, un PC. Ce que vous voyez en ce moment même, Ouais. c'est une publicité venant d'une campagne publicitaire de 2006 à 2009. Une campagne assez directe qui est là à comparer le Mac d'Apple ultra branché à l'ordinateur Windows de Microsoft ultra ringard. Il y a eu près de 40 minutes de publicité du style, donc ils ont clairement bombardé à balle à l'époque. Ouais, aujourd'hui c'est plus trop le mood de faire des publicités du style, mais l'envie était claire, montrer qu'Apple est un réel concurrent à Microsoft et qu'il les déteste. Pourtant, moins de 10 ans auparavant, saviez-vous qu'Apple a failli faire faillite et que la marque à la pomme a été sauvée par un investisseur miraculeux qui a acheté des actions? Et que cet investisseur miraculeux, c'était Microsoft. Mais pourquoi ont-ils fait ça? Pourquoi Apple s'est retrouvé si mal? Et surtout, est-ce que Microsoft a toujours des parts chez Apple en 2024? Ce serait fou que tous les fanboys Apple qui détestent Windows apprennent qu'à chaque achat de MacBook, ils financent directement le concurrent qu'ils détestent tant, non? Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une histoire vieille de bientôt 30 ans, celle de l'entrée de Microsoft au capital d'Apple. À cette époque, il y avait clairement moins de choses. On n'avait pas d'ordinateur avec des RTX 3000 pour jouer à des jeux indépendants en 2D, on n'avait pas de ChatGPT pour faire nos devoirs et on n'avait pas des logiciels boostés à l'intelligence artificielle pour nos montages vidéo. Heureusement, en 2024, on a Wondershare Filmora pour ça et qui, comme par hasard, sponsorise la vidéo, dis donc. C'est un logiciel de montage pour tous permettant de pousser votre créativité à son paroxysme sur la création vidéo avec plein de fonctionnalités ultra pratiques. Nous sommes actuellement sur la version Filmora 13 et qui ajoute comme à son habitude plein d'outils, comme par exemple le texte en vidéo par l'IA, une nouvelle mode qui commence à arriver avec l'explosion de Sora ces derniers temps et qui vous permet de transformer vos textes en histoire dynamique. Plus besoin de chercher des médias dans tous les sens sur le web, vous lui écrivez ce que vous voulez et paf, tout fonctionne instantanément, ce qui vous fera gagner des heures et des heures de montage. Vous aurez lié à tout ça plein d'autres fonctionnalités comme l'édition avec Copilot, vous permettant de lui demander à n'importe quel moment de l'aide sur votre montage plutôt que d'être là à galérer à faire des recherches Google en externe dans tous les sens, ce qui accélérera encore plus vos sessions de montage. Téléchargez Wondershare Filmora grâce au lien qui se trouve directement en description et essayez gratuitement le logiciel et ça sans contrainte de temps. Et grâce à ça, vous embraserez tout de suite le futur du monde numérique. Et ça, Apple a failli ne pas le faire il y a une trentaine d'années. Et c'est clairement fou de se dire ça au vu de l'évolution de la société aujourd'hui. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut donc revenir pas mal dans le passé. Nous sommes le 1er avril 1976. Dans un garage dans la banlieue de San Francisco, deux jeunes inventeurs sont là à construire un tout nouvel ordinateur, l'Apple One. Et ces deux bonhommes ne sont autres que Steve Wozniak et Steve Jobs, qui sont considérés à juste titre comme les papas de cette entreprise. Il serait très long de résumer toute l'histoire d'Apple. Cela mériterait une vidéo entière assez longue style documentaire. Peut-être un jour, qui sait, si je me chauffe de parler de chaque géant de la tech. Je me laisse me dire si vous pensez que ça vaut le coup que je vous fasse des vidéos de plus d'1 heure sur ce type de sujet. Mais quelque chose que je ne vous apprendrai pas, c'est qu'il existe une certaine rivalité entre la marque et Microsoft. Pourtant, au tout début, ils étaient assez copains. Genre, si on regarde du côté de l'Apple II, sorti en 1977, on peut trouver des interviews de Steve Jobs et Bill Gates, l'un à côté de l'autre, riant tout en parlant du nouvel ordinateur d'Apple et pour cause, il y a les logiciels Microsoft dessus. Ouais, c'est étonnant quand on voit à quel point la pomme est enfermée de nos jours. Bref, ils sont copains comme cochons, c'est trop cool, mais malheureusement, certaines amitiés ne durent pas éternellement. Et c'est en 1981 que les liens seront rompus, et comme toujours, c'est à cause d'un triangle amoureux. En effet, avec l'arrivée d'IBM sur le marché de l'ordinateur, Microsoft est là à copiner avec chacune des marques. Oui, parce qu'on compare souvent Apple et Microsoft, mais faut quand même pas oublier que normalement Microsoft, ils sont quand même sacrément plus axés logiciels qu'un Apple qui de son côté est lui aussi un constructeur. Alors évidemment, Microsoft a aussi construit des machines, mais ce qui était surtout poussé chez eux, c'était leur logiciel et surtout leurs systèmes d'exploitation, dont Windows bien plus tard. Mais à cette époque, on parle plutôt de MS-DOS. Le truc, c'est donc qu'Apple est copain avec Microsoft, Microsoft est copain avec les deux, mais Apple n'est pas du tout pote avec IBM, et c'est logique. Et quand Steve Jobs voit que le système d'exploitation fourni à ces derniers ressemble vachement à celui des ordinateurs d'Apple, ça le rend un peu zinzin, surtout en ce qui concerne ce fameux bureau virtuel, l'interface que l'on voit sur nos ordinateurs en somme. Et donc ouais, tout ça c'est une réelle trahison pour lui. Et Microsoft, son copain de toujours, l'aurait copié pour fournir un système d'exploitation équivalent à son pire ennemi. C'était trop. Comment son copain Bill a pu lui faire ça? Bon, on aura pas mal d'histoires après coup, évidemment un coup de procès dans tous les sens, et on verra qu'Apple aurait quand même pas mal copié une autre société du nom de Xerox, un sacré inconnu aujourd'hui, mais qui avait déjà inventé tout ce principe d'icône sur un bureau. Tout ça, je vous en ai d'ailleurs déjà parlé dans une vidéo où j'énumère plein de vols entre marques que je vous laisserai aller voir après cette vidéo en cliquant sur la fiche en haut à droite. Elle a pas fait des masses de vues, donc c'est certain que vous l'avez pas vu. Toujours est-il que c'est bon, ce sont plus des copains et c'est la guerre. Il y a eu plein de procès pour d'autres choses sur les 20 années qui ont suivi, comme par exemple en 1988 avec l'environnement bureautique New Wave, ou encore en 1995 avec la sortie de Windows 95. Oui, c'était plus simple les noms de versions à l'époque. Ici, la raison était que selon Apple, leur lecteur multimédia QuickTime avait été copié. Ah là là, Apple en rate pas une.
une, un sacré John Scully. Attendez, John qui? Parce que oui, 10 ans avant cette histoire, soit en 1985, Steve Jobs avait perdu sa place de directeur. Pire, il a été viré d'Apple par le conseil d'administration. Vous vous rendez compte quand même des actionnaires et des décideurs qui virent le patron d'un projet? Jamais ça arrivera en 2024 quand même, hein. Pas vrai ça, Matman? Ouais, si vous avez suivi mes contenus courts, vous savez de quoi je parle. Toujours est-il que, ouais, à partir de 1985 et même 1983 précisément, c'est ce John qui devient président d'Apple. Et la société a sombré comme jamais. Bon, Steve avait pas fait des trucs super dingos avant de partir, hein, ne lui remettons pas toute la faute. Mais par exemple, l'Apple Newton, un assistant personnel sorti en 1993, eh ben était un four colossal. Marrant qu'on voit l'engouement pour le Rabbit Air One, hein. Vous savez, le truc qui ressemble à un Tamagotchi tout nul, mais vu qu'on dit qu'il y a ChatGPT dedans, du coup ça va. 50 000 ventes en 6 mois pour le Newton, même l'Apple Vision Pro a pas réussi à faire ça, hein. Bref, John Scully se bat en 1993, Apple va giga mal, et c'est en 1997 que Steve Jobs revient à la tête de la société, avec le rachat de la boîte qu'il avait créée entre temps, Next. Faut se dire qu'à ce moment-là, Steve était déjà revenu dans le conseil d'administration un an auparavant, donc il commençait un peu à chapeauter la suite. Mais surtout, bah Apple était au bord de la faillite, genre mais vraiment, hein. Pour tous les experts, Apple fait une liquidation judiciaire dans les mois qui arrivent. C'est fou de se dire ça quand on sait qu'aujourd'hui Apple est la société la plus valorisée au monde à plus de 3000 milliards de dollars, hein. Balancez ça au prochain qui vous dira que vous êtes un raté et que même la première société du monde actuellement était au plus bas il y a moins de 30 ans. Mais cette remontée ne pouvait pas se faire sans sacrifice, et Steve Jobs, dans son plan de secours ultime d'Apple, décide d'enterrer la hache de guerre et recontacte son premier ami d'enfance, Bill Gates. Comme quoi, savoir pardonner parfois ça peut être bien. Bon, le fait qu'IBM soit passé de 80% de part de marché d'ordinateurs en 1982 à seulement 20% en 1992 a dû aider à enterrer cette hache. Son copain d'enfance Microsoft avait moins de chances d'accoquiner avec un de ses vrais ennemis vu qu'il était presque mort. Et bon bah, faut pas oublier que 2 ans avant, Apple avait attaqué Microsoft en justice pour son lecteur multimédia sur Windows 95. Donc ça le foutait mal de demander de l'aide maintenant, hein. Mais à ce moment-là, Steve Jobs ravala sa fierté et dit à Bill Gates: Je veux déposer les armes. Si nous continuons les poursuites, dans quelques années, tu pourrais être condamné à nous verser $1 milliard de dommages et intérêts. Tu le sais aussi bien que moi. Mais Apple sera mort d'ici là si nous ne mettons pas fin à la guerre. Bon, sa fierté, il l'a ravalé qu'à moitié, hein, car pour lui, le procès était quand même free win. Mais il avouait qu'Apple allait crever quand même. C'est déjà ça. Le deal est donc simple. Microsoft injecte 150 millions de dollars chez Apple contre environ 7% du capital. Et Apple abandonne toute poursuite envers Microsoft. D'ailleurs, fait assez étonnant, mais il n'y a jamais plus eu de procès entre Apple et Microsoft depuis. Alors est-ce que c'était un des termes des contrats pour le futur ou alors un engagement tacite pour cette aide miraculeuse donnée par Microsoft? Ça, je le pense qu'on le saura jamais, hein, car aux US, faire un procès pour un oui ou pour un non, c'est assez classique pourtant. Imaginez, je suis sûr que là-bas, je pourrais vous faire un procès car vous regardez la chaîne sans y être abonné alors que c'est complètement gratuit pour vous. Je suis sûr que dans un des 50 états des US, il y a moyen que ce soit illégal. J'ai juste pas encore trouvé lequel, alors je vous conseille de cliquer sur le gros bouton rouge juste en dessous si c'était pas encore fait, avant que j'arrive à trouver dans quel état c'est, hein. Bref, Apple a donc cette dernière carte à jouer pour un peu renflouer les caisses et surtout avoir un compagnon de taille pour réussir à remonter la pente. Et Microsoft de son côté peut encore plus asseoir sa dominance en termes de système d'exploitation, tout en ayant la tranquillité d'esprit des 150 000 attaques en justice. Et surtout, tout ça pouvait permettre de redorer l'image de Microsoft, car à cette époque, eh bien Microsoft était considéré comme une brute épaisse qui était là à vouloir écraser tous ses concurrents. Donc cela pouvait vraiment aider à lisser cette image de grand méchant. Et surtout, si Apple coulait, Microsoft allait se retrouver en position de monopole sur le côté système d'exploitation, vu qu'Apple était l'un de ses seuls concurrents maintenant. Et être en monopole massif peut amener à énormément de réglementations gouvernementales, ce qui est pas glop, hein. Genre Nvidia a pris ultra cher à cause de ça lors de sa tentative du rachat d'armes. Ou encore on peut parler du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft qui aura pris plus de 2 ans à cause d'accusations de position dominante. Gardant en vie un de ses concurrents, ça peut valoir le coup parfois. Et surtout, toujours, bah y a des actions derrière, et donc si Apple arrive à se relever, c'est jackpot. Ce financement massif de Microsoft a donc été annoncé quelques temps plus tard, le 6 août 1997 précisément, et par nul autre que Steve Jobs. Et clairement, quand le logo Microsoft apparaît en pleine conférence, bah c'est pas la joie auprès des spectateurs de cette dernière, hein. Ça a eu à tout bout de champ, et ne parlons pas du caméo de Bill Gates en vidéo. Heureusement qu'il n'était pas présent en physique, hein, car clairement il aurait lâché une sacrée poker face. Car ouais, la bagarre Microsoft versus Apple était déjà pas mal engagée auprès du public, il fallait choisir son camp, et là c'est comme si Son Goku et Freezer devenaient copains. Ah, attendez, apparemment ça arrivait dans Dragon Ball Super, hein. Bon bah super. Surtout qu'évidemment les attaques en justice d'Apple envers Microsoft étaient publiques, donc c'était clairement confus pour beaucoup de gens. Bref, de base Microsoft
Microsoft, c'était déjà pas trop le copain d'Apple maintenant, et c'est aussi pour ça qu'en plus de la prise de part dans la société, Microsoft avait posé pas mal de conditions en échange du versement de ses 150 millions salvateurs. Déjà, premier coup de tonnerre, Internet Explorer devient le navigateur par défaut des Macintosh, et ça pendant au moins 5 ans. Ok, bon là je peux comprendre que ça hurle, hein. Perso j'aurais râlé aussi. Microsoft s'engage en contrepartie à développer sa suite Office sur les produits Apple, et Apple de son côté va aider au développement de Java, un langage de programmation bien utilisé par Microsoft sur le plus de produits possible. Et aussi un des pires de langage de programmation, hein. Oui, c'est clairement subjectif, je fais encore des cauchemars de la machine à gaz qu'est Eclipse. Ouais, les développeurs en herbe comprendront. Et c'est donc à partir de là que tout va s'accélérer. Avec le financement et l'aide de Microsoft, Apple réussit à se relancer tout en continuant ses affaires. En 1999, Microsoft est la société la plus valorisée au monde, avec 620 milliards de dollars, et Bill Gates est l'homme le plus riche de la Terre avec 56 milliards en perso. Mais le truc, c'est que Microsoft est tellement haut du monde que bah ils innovent plus du tout, quoi. Là où Apple de son côté, avec sa soif de revanche après être tombé au plus bas, et l'esprit de Steve Jobs de génie, se met à démocratiser de nouveaux concepts, dont certains qui sont encore utilisés de nos jours. Tout d'abord l'iMac G3 qui a été un refresh des Mac qui a cartonné, ensuite la création de l'iPod, le baladeur MP3 par excellence en 2001, avec le lancement d'iTunes, une révolution numérique pour pouvoir télécharger légalement des musiques à une époque où tout se fait via CD, et bien sûr en 2007 avec l'explosion de l'iPhone. La faillite imminente d'Apple est bien loin, et on peut voir sur sa capitalisation boursière que 2007 est le début de tout. Pour se rendre compte, aujourd'hui une action Apple vaut à peu près 170 $. En 2007, alors que pourtant l'iMac et l'iPod existent déjà, ça valait 3 $ avec la division actuelle. Oui, 50 fois moins. Et tout ça n'aurait jamais été possible sans le coup de pouce de Microsoft 10 ans auparavant. Aujourd'hui, il n'y a plus trop de traces des obligations d'ailleurs, vu qu'Internet Explorer a par exemple été jarté en 2003 comme c'était convenu, et a été remplacé à la seconde par le tout nouveau navigateur internet fait maison, Safari, sorti le 7 janvier 2003. Le monde est bien fait quand même. Mais oui, Microsoft s'est complètement fait ringardiser, car de son côté, il a certes continué à sortir de nouveaux systèmes, voire parfois des produits, mais n'est jamais sorti de sa zone de confort, car ils en avaient pas besoin, mais se sont fait distancier à cause de ça. Et quand ils ont essayé de rentrer dans ces marchés, ça n'a rien donné. Faut se rappeler des Microsoft Nokia Lumia, les fameux téléphones sous Windows Phone. Mais du coup, avec autant d'actions et cet investissement de 150 millions de dollars en 1997, 30 ans plus tard, ces actions doivent valoir un sacré paquet de sous, non? Donc ils sont aussi giga gagnants. Bon là, beaucoup de pincettes, mais on estimait le nombre d'actions de Microsoft dans Apple de 18,1 millions en 2001 lors de la transformation en vraie action. Et avec un cours actuel de l'action à 170 $, ce tas d'actions vaudrait aujourd'hui plus de 3 milliards de dollars quand même. Franchement, pas mal le retour sur investissement. Car ouais, par rapport à 150 millions, c'est quand même top 3 milliards. En fait, pardon, c'est pas du tout ça. C'est vachement plus. Parce qu'en réalité, les actions étaient divisées à travers le temps. Et donc aujourd'hui, ils auraient 1 milliard d'actions en réalité. Car il y a eu un split par 2 des actions en 2005, un split par 7 en 2014 et un split par 4 en 2020. Le but de tout ça est de permettre aux gens d'acheter plus facilement une action entière et ainsi ne pas avoir un prix démesuré. Car sinon, faudrait aussi se dire que l'action actuelle ne coûterait pas 170 $, mais plutôt 9520 $ sans les splits. Mais en prenant ça en compte, vous imaginez bien qu'on multiplie tout autant les actions des différents acteurs avant les splits, donc dans ce cas-là, Microsoft. Donc ouais, il faut faire 18 x 2 x 7 x 4, ce qui donne à peu près 1 milliard. Et à partir de là, on peut faire un rapide calcul, 1 milliard multiplié par 170, ouais, ça fait 170 milliards de dollars. J'exagère zéro, sur un investissement de base à 150 millions, ça aurait fait qu'un beau x 1000. Le Bitcoin à côté ne peut que rougir, Mais ouais, vous l'aurez sûrement entendu, j'ai beaucoup parlé au conditionnel, car malheureusement pour eux, Microsoft a tout vendu bien trop tôt. Oui, il fallait hold comme les cryptos, voyons, faut jamais vendre. En effet, cela s'est fait en plusieurs fois. Tout d'abord en 2001 où Microsoft a donc transformé son investissement en actions pures comme j'ai pu le dire, histoire d'un peu déjà se détacher d'Apple et préparer la suite, puis a vendu toutes ses actions en 2002 et 2003. Bon, ils ont quand même fait un bénéfice de 550 millions, mais c'est vraiment rien du tout par rapport au potentiel 170 milliards. Mais pourquoi ont-ils vendu alors? C'était quoi le but après avoir investi autant en sauvant Apple tout en se faisant huer pour ça? Pourquoi ils ont pas juste pris les billets? Je veux dire, avoir retiré un peu moins de 600 millions pour Microsoft, c'était si nécessaire que ça? Et bien compliqué de connaître les raisons exactes derrière tout ça. Mais déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que cet investissement n'avait pas été fait pour des raisons pécuniaires encore une fois, mais vraiment pour garder un concurrent en vie. Et à mon avis, en 2003, Microsoft s'est dit bon voilà, on les a sauvés, on garde un concurrent qui est pas trop fort, quand même, faut se le rappeler en 2002-2003, donc Microsoft est quand même encore vachement bien. Donc hop, on peut enlever nos billes, on continue nos bails de notre côté pour vraiment dominer le monde. Et comme ça, pas d'accusation de monopole. Mais ouais, à part ça, il est impossible de connaître les raisons exactes, et je pense qu'on ne les aura jamais. Peut-être sur le lit de mort de Bill Gates, qui sait. Je pense qu'il y a de sacrées dingueries dont on n'est pas au courant et qui permettraient de comprendre certains mystères du monde de la tech. Après bon, ça va, Microsoft est pas trop à plaindre non plus. Depuis, Apple et Microsoft se refont un peu la guerre avec notamment les publicités PC versus Mac montrées à la base par Apple et qui ont été tournées au ridicule par la suite par Microsoft. Mais bon, plus de procès depuis en tout cas. Pas connu du grand public car finalement Apple ne serait plus là aujourd'hui sans Microsoft. Votre Mac existe grâce au Windows
Windows que vous détestez tant. Et vous savez quoi? Ça ne m'étonnerait absolument pas que cette guéguerre ne soit plus qu'un outil marketing. Bah ouais, tout est faux de nos jours et je suis sûr qu'en réalité, ça génère des ventes pour les deux. Ce qui est quand même dingo en repensant à tout ça, c'est qu'Apple a été sauvé grâce à des lois anti-monopole. Et quand on voit ce qui se passe en 2024 avec le DMA dont je vous ai parlé dans plein de vidéos récemment et carrément une où je pressens qu'Apple serait prêt à s'auto-saboter en Europe tellement ça les embête, je trouve ça sacrément cocasse de leur part de vouloir rester absolument un monopole quand c'est des régulations anti-monopole qui les ont possiblement sauvés dans le passé. Du coup, je me permettrai de citer Batman, soit on me rend héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser le rôle du méchant. Un peu comme la pub d'Apple parodiée par Epic, tiens. Epic qui vient de se faire bannir son compte développeur Apple justement car il voulait un petit peu passer outre le monopole. Ouais, vraiment, Batman avait trop raison. En tout cas, c'est top de voir le passé de toutes les entreprises qui dominent le monde aujourd'hui et de voir leur révolution à travers le temps. Même s'il est vrai que c'est bien plus compliqué de retrouver toutes les infos exactes au vu des archives qui n'étaient clairement pas autant gardées qu'elles le sont aujourd'hui. Si certains ont pu voir de leurs propres yeux tout ça et veulent donner d'ailleurs leur retour sur cette conférence de 1997, ce serait super cool dans les commentaires. Peut-être que vos parents s'en rappellent, qui sait. Bon, même si internet n'était pas aussi démocratisé quand même à ce temps-là, Mais ouais, maintenant, la prochaine fois que vous serez là à cracher sur telle ou telle marque, dites-vous peut-être qu'ils ont aidé votre marque préférée par le passé. Même si, évidemment, rien n'est fait de manière philanthrope, Mais je trouvais ça cool de vous partager ce moment d'histoire assez cocasse qu'on oublie assez souvent et que je vous invite à partager à tous vos potes qui font la guerre Mac versus Windows, alors que finalement, quoi qu'il arrive, ils gagnent tous en même temps. Même s'il est vrai que je suis bien content d'avoir un MacBook depuis quelques années, ce fameux M1 Max. Je vous avais fait une vidéo dessus il y a quelques temps d'ailleurs où je vous expliquais pourquoi le fait qu'Apple fasse ses propres puces est un vrai truc de dingo qui a complètement chamboulé l'industrie. La vidéo a quelques années maintenant, mais justement ça peut être top de la voir ou de la revoir avec l'œil d'aujourd'hui, donc elle apparaît juste là. Et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!